Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour Michael Cohen. Bonjour. Je vous ai vu dans la pièce Le Double. Là, c'est en même temps une pièce légère et extrêmement poignante. C'est effectivement, c'est une adaptation très libre d'ailleurs faite par Ronan Rivière du deuxième roman de Dostoïevski, qui était un de ses romans les plus drôles, qui n'est pas un de ses longs romans, mais qui est un de ses romans les plus drôles, et qui en même temps effectivement, c'était son deuxième roman, mais il avait déjà cette envie de pas faire dans le politiquement correct dans un sens, et donc de ne pas finir bien ses histoires. Donc effectivement, on passe par des moments très touchants, mais aussi par des moments très drôles, des situations très drôles, avec ce personnage qui fait une descente aux enfers, évidemment, en voyant arriver dans sa vie un double de lui-même. Quelqu'un qui prend sa place au ministère auprès de la fille dont il est amoureux, alors forcément, il est un petit peu perturbé. En fait, est-ce que vous pouvez nous donner un peu le pitch du... C'est un peu ce que je viens de faire, c'est exactement, c'est vraiment le tiraillement d'un homme qui est tiraillé entre sa fascination pour les autres et sa timidité d'une certaine manière. Et alors en fait, chacun des personnages de cette pièce tourne un petit peu autour de lui, comme si on était dans sa tête, et comme si on voyait tous ces personnages interagir, mais parfois il a l'impression de les voir se moquer de lui complètement, à d'autres moments au contraire, il a l'impression d'être soutenu. Évidemment, moi je joue le personnage de Pietrouchka, qui est le valet de Yakov Petrovitch Goliatkine, mais qui du coup, d'une certaine manière, est son seul vrai ami, en tout cas le seul personnage un petit peu terre à terre et qui essaie de le soutenir. Tous les autres, soit sont des employés de bureau plus ou moins nobles, soit sont carrément le directeur de cabinet et sa fille, donc forcément des personnages qui sont très mondains, très vivants, voilà. Le Pietrouchka, c'est le personnage vraiment terre à terre qui essaye de ramener Yakov Petrovitch un petit peu à la raison en essayant de lui dire de se battre contre ce double qui essaie de lui prendre tout ce qu'il a, et voilà, c'est un petit peu, on tourne tous autour de Yakov Petrovitch, le double compris, à essayer soit de le descendre, soit de le pousser à monter, mais toujours voilà dans cette espèce de danse particulière. C'est pas un spectacle de danse du tout, hein, mais je veux dire dans le jeu autour de lui. Et moi, ce que j'en ai compris, c'est s'il était comme ça, c'est parce qu'il avait été étouffé par sa mère, en fait. Il y a un côté évidemment freudien ou lacanien qui se dégage de ce texte. Probablement il a été fasciné en tout cas par sa mère, il a été très intimidé par sa mère, et lui-même est un personnage très timide qui du coup n'arrive pas vraiment à aller vers les autres. Par exemple, au début du spectacle, il dit, je spoil pas grand chose quand je dis ça, il adore sortir, mais il adore sortir pour regarder les gens dans la rue, regarder une dame très bien habillée indiquer son chemin à un moujik couvert de pluie, à un homme qui n'entend pas qu'un cheval est juste derrière lui et lui souffle dans le dos. Enfin, ce genre de choses le fascine, mais il n'arrive pas à lui-même aller et agir vers les autres. Il reste spectateur de tout ce qui se passe autour de lui, et c'est finalement ça qui l'amuse au début. Mais poussé un peu par l'arrivée de la mode à Pétersbourg, il se met à vouloir aller vers les autres. Seulement évidemment, il est non seulement très timide, mais pâteau. Alors il essaye, mais il se trompe, et puis il n'a pas de chance sur certaines choses, parce que forcément il se fait surprendre en train d'essayer de faire comme tout le monde, mais mal, et donc forcément il n'a pas les codes, exactement. Il se fait avoir. Le pauvre Yakov Petrovitch. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le double. Alors comme la folie pourrait arriver au moment le plus bas entre guillemets du moral de quelqu'un, ou comme un petit peu comme par enchantement finalement. Ce double apparaît petit à petit, et puis il a l'impression soit d'avoir fait un mauvais rêve, soit il sait pas trop, et puis le lendemain ça se confirme, ce double arrive au bureau. Et puis ce double devient ce nouveau collègue. Alors, et puis ce double se met un petit peu à intriguer. Alors,
Voilà, il se retrouve complètement perdu. Ça fait penser aussi un peu à un dédoublement de la personnalité. Complètement. La schizophrénie est indiquée, est un des sujets. Le roman de base de Dostoïevski est beaucoup moins, on laisse le doute nous-mêmes. On laisse les spectateurs se poser la question pendant un certain temps dans la pièce de savoir si ce double existe vraiment ou pas, si c'est de la schizophrénie ou si c'est autre chose. Dans le roman de Dostoïevski, c'est assez clair. C'est assez clair et la schizophrénie est là, en tout cas la folie du personnage est là. Il y a des chapitres qui se déroulent à la première personne du singulier, on est dans sa tête et on voit à travers ses yeux et donc on voit que le pauvre Yakov Petrovitch est déjà fou. Dans notre pièce, on a fait en sorte justement de laisser la question se poser un certain temps. Oui, parce que jusqu'à la fin, je me suis demandé... Jusqu'à la fin, on se demande. Moi, des personnes m'ont dit, parce qu'à un moment donné où le double et moi-même, Petrouchka, nous croisons, et certains m'ont dit, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, donc le double existe, puisque Petrouchka le voit. Et en même temps, même ce moment-là, moi, quand je suis dans la pièce, mais que je regarde même en tant que... Regarder ce qui se passe entre les copains, ou j'entends, parce que je suis en coulisses et j'entends tout. J'ai ce moment où je me dis, ouais, mais est-ce que ça veut dire qu'il existe vraiment ? Parce que comme les autres, finalement, je le vois, mais on sait pas. Eh bien, écoutez, vous allez jouer une autre pièce. Tout à fait, oui. Je joue toujours au Petit Louvre, mais à 17h15. Donc là, très bientôt, je vais devoir aller me préparer. 1830, Sand, Hugo, Balzac, tout commence. Là, on est dans quelque chose de plus léger dans un sens, mais de tout aussi touchant d'une certaine manière. On suit en fait un biopic, c'est un biopic théâtral. On suit la vie de Sand, Hugo et Balzac depuis 1830 jusqu'à la mort du dernier qui est Victor Hugo, puisque les deux autres meurent avant. Vous jouez dans quel rôle ? Je suis Balzac. Je suis Honoré de Balzac, absolument. Je suis ravi de jouer ce rôle. Je m'éclate énormément. C'était un personnage fabuleux qui a eu... il a écrit plus de 90 romans. Il en a fait un seul roman, qu'on connaît évidemment, La Comédie humaine, mais il avait un mental de fou. Et ce mec-là a écrit. Il passait 17 heures par jour à écrire, ou à se corriger et à réécrire. Mais voilà, il passait vraiment 17 heures par jour à écrire. Il a écrit, il a travaillé toute sa vie, et pourtant, il n'y a pas beaucoup de ses romans qui ont fonctionné de son vivant. Donc il recevait à chaque fois des échecs, mais c'est pas grave, il allait au prochain, il allait au suivant, et puis il s'arrêtait jamais là, et puis quoi qu'il arrive, il avait cette telle passion d'écrire que finalement il passait son temps à le faire. C'est un spectacle alors, non seulement il est très vivant, il passe vraiment d'un moment à l'autre, parce que Balzac, Sand et Hugo se sont connus, se sont côtoyés, se sont relus beaucoup pour Sand et Balzac par exemple, se sont engueulés aussi entre le monarchiste, la républicaine, et même étaient en concurrence avec Hugo, avec pourtant beaucoup d'admiration, mais finalement ces trois personnages ont vraiment vécu un siècle déjà aussi politiquement fabuleux avec la Seconde République, le Second Empire et les révolutions de Juillet et tout ce qui en a suivi. Et littérairement également, et ils ont eu une vie tous les trois assez fabuleuse. Donc on raconte cette fable du coup finalement qui est à au moins 80% véridique, issue de correspondances des trois ou d'autres sur eux. Ou, voilà. Il y a eu énormément de recherches qui a été fait par Manon Montel qui joue Georges Sand et qui a fait la mise en scène, donc monté le spectacle. Et on suit vraiment, c'est avec gourmandise en fait, c'est la vie de ces trois personnages. Et nous on les vit avec gourmandise tous les jours. Vous allez jouer mais avec un plaisir intense. Ah, c'est incroyable. C'est vraiment un énorme plaisir. En plus c'est une sorte de fierté pour moi de jouer Balzac. Moi qui ai pas tant lu avant, je dis pas que je lis énormément plus maintenant, mais ce spectacle par exemple m'a énormément donné envie de lire, que ce soit Balzac, Sand. J'avais déjà lu du Hugo donc je connaissais mieux, et moi j'avoue je préfère ses poèmes la plupart du temps à ses romans, mais d'ailleurs Sand, ses correspondances fabuleux à lire pour ceux même pour ceux qui sont pas forcément des grands lecteurs de livres ou je ne sais quoi, les correspondances c'est assez rapide, et on a fait en tout 25 000, il faut pas tout lire bien sûr, mais c'est extraordinaire. Balzac c'est le plus grand, il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est le plus grand. Pour moi c'est le plus grand, évidemment j'ai une affection personnelle et une personnalité de dingue, un rire à décrocher les tableaux du mur, une envie constante, et puis c'est un personnage qui a vécu quelque chose de tellement romanesque. Il a été amoureux d'une comtesse russe pendant 15 ans pour finalement l'épouser au bout de 15 ans. Évidemment il fallait que son mari meure avant, son précédent mari, mais
elle l'a laissé lui languir réellement 15 ans parce qu'il est mort. Il y a eu 8 ans où elle aurait pu venir, mais elle attendait. Et bon, c'est terrible. Il est mort 1 an après s'être marié avec elle, quoi. Il a passé son temps, mais en même temps, il en est ravi de ça parce que si elle était venue plus tôt dans sa vie à Paris, il n'aurait pas écrit tout ce qu'il a écrit. Et il a un tel amour et une telle passion pour tout ce qu'il a écrit. J'ai l'impression d'être passionné en le disant en même temps, mais c'est vrai. Ouais, je suis habité par ce personnage, j'avoue. J'ai vraiment une affection particulière pour ce personnage aujourd'hui et j'avoue que cette passion elle me touche personnellement. Je vais vous laisser aller vous changer. Merci beaucoup, c'est adorable. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Alors Jérôme Rodriguez, bonjour. Bonjour. Vous jouez Nikolai dans le double de Dostoïevski et j'aimerais bien savoir, vous faites partie d'une compagnie qui s'appelle Voix de Plume, j'aimerais savoir comment, pourquoi vous avez choisi ce texte. Alors la compagnie en fait déjà à la base s'appelle Voix des Plumes car on avait pour ambition dès le départ d'être en tant que comédien, d'être passeur entre les auteurs qu'on avait décidé de défendre, les grands auteurs et le public. Donc ça c'est de base. Et en fait le double de Dostoïevski s'inscrivait un petit peu dans une suite logique de ce qu'on a pu présenter auparavant avec la compagnie depuis une dizaine d'années. On a joué il y a encore quelques années le Révisor de Nikolai Gogol. On a présenté également le roman de Monsieur Molière de Bulgakov. Oui. Et on était dans une suite logique dans les auteurs russes. Vous avez fait un Faust aussi, non ? On avait fait un Faust, alors là c'est Goethe pour le coup. Oui. Et on avait démarré au festival donc il y a une dizaine d'années, en 2009, avec des pièces courtes de Courteline. Et on était revenu également quelques années plus tard avec des pièces courtes d'Octave Mirbeau aussi, qui est vraiment formidable. Et donc le choix qui vous guide, c'est les grands auteurs ou il y a autre chose aussi ? Oui, non, c'est vraiment les grands auteurs et avoir la chance de pouvoir le présenter à un public large. Et ce qui est génial à Avignon, c'est de pouvoir... c'est pas comme le jouer à Paris. Voilà, ce qui est génial à Avignon, c'est qu'effectivement déjà on a un public beaucoup plus large car effectivement c'est le plus grand festival de théâtre au monde et on a, c'est comme les jeux de société de 7 à 77 ans, enfin je crois qu'on dit de 9 à 99 maintenant. Effectivement on a des plus jeunes jusqu'aux plus anciens qui viennent voir le spectacle et on a des gens des 4 coins de France et c'est vraiment génial de pouvoir présenter des auteurs comme Dostoïevski. Oui. Et pour nous spectateurs, vous avez raison, c'est passionnant de découvrir des textes, pas toujours des auteurs, mais souvent des textes, parce que je ne connaissais pas ce double de Dostoïevski. Non, en fait c'est la deuxième nouvelle qui a été écrite par Dostoïevski, qui est assez peu connue. Oui, c'est ce que je trouve. Et nous, ce qu'on a eu envie d'en faire, du coup, donc c'est pas une pièce de théâtre, et Ronan a signé une adaptation, et il a fait en tout cas au mieux pour que cette adaptation soit lisible et simple à comprendre, et ce qui me paraît être le cas d'ailleurs au plus grand nombre. Mais tout à fait. Mais alors, comment avez-vous procédé ? Parce que moi, j'étais absolument fasciné par le casting, comme on dirait au cinéma. C'est-à-dire que j'ai trouvé que chaque comédien correspondait parfaitement à son personnage. Alors, c'est parfaitement bien vu, parce qu'en fait, on a la chance de travailler avec Ronan depuis le début. Oui. C'est un metteur en scène hyper fidèle. Et donc, on s'est connus en partie déjà au cours Simon. On s'est connus en cours de théâtre. Il a monté la compagnie. Et en fait, on est avec lui depuis le début de la compagnie, et ce qui est génial c'est que lorsqu'il propose par exemple le double, il part en fait des personnalités de ses amis, de ses comédiens. Donc pour nous c'est vraiment génial, c'est un vrai cadeau, on a vraiment une partition qui est écrite dès le départ et on rentre du coup dans un costume qui est déjà cousu sur mesure pour nous. Mais oui. Ouais. Mais oui, tout à fait. Parce que même cette histoire de double, votre collègue là qui lui ressemble, alors, effectivement, oui. Alors là, c'est vrai que c'est un peu curieux. Alors du coup, Antoine, c'était un petit peu plus difficile dans le casting parce qu'on n'avait personne en fait dans l'équipe de base qui ressemblait physiquement à Ronan. Et donc on a essayé de trouver quelqu'un qui se rapprochait au plus de Ronan. Entendu. Et donc Antoine sort du conservatoire. Et ce qui était intéressant également
dans le personnage de ce double, c'est de ne pas avoir non plus une copie conforme. Je trouve ça encore plus intéressant de ne pas avoir un jumeau, par Bien exemple, sûr. de Ronan, parce qu'on peut tout à fait imaginer que ce double, est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est dans son imagination? Est-ce que ça ne serait pas non plus une version fantasmée de lui-même? Bien sûr. Donc c'est aussi intéressant C'est ce de que- voir ce personnage qui lui ressemble, Oui. qui a des grosses ressemblances, qui Oui. a des mêmes Ouais. mimiques, Ouais. mais qui en même temps est peut-être est plus grand, avec plus d'assurance Bien évidemment. sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, 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 et c'est très bien qu'on soit sur la corde raide comme ça, Ouais. entre le psychologique et le fantastique. Complètement. Un peu comme dans le Horla de Maupassant d'ailleurs. Exactement. Oui, c'est ça un peu. Et puis c'est très kafkaïen aussi. Hein. Oui, voilà, c'est bien sûr. ultra kafkaïen cette pièce. Oui. Et puis pour revenir justement sur ce double, nous on a décidé Oui. de laisser une porte ouverte au spectateur à la fin. Alors que Dostoïevski, dans sa nouvelle, donne une réponse très précise sur ce double, s'il est réel ou imaginaire. Ah, mais Voilà. nous ne l'avons pas lu. Oui, mais justement. Mais écoutez, je vous invite éventuellement à lire, pourquoi pas du coup la nouvelle de Dostoïevski. Et nous, c'était une volonté de la compagnie de faire ça, Oui. en tout cas, Oui, oui. de laisser au spectateur ce choix-là. Oui. Et c'est drôle. J'aimerais bien un jour vraiment faire un sondage à la fin d'une représentation, parce que ce qui est génial justement avec Avignon, c'est qu'on recroise le lendemain ou le surlendemain les gens qui sont venus voir le spectacle, qui nous en parlent. Et c'est toujours très curieux d'avoir les avis des gens, parce que du coup les gens, certains sont persuadés que ce personnage est vrai, d'autres sont persuadés que ce personnage est le fruit de son imagination. Ouais. Et c'est vraiment génial de pouvoir discuter avec les gens de tout ça. Ah oui. Ouais. Ah oui, je sais même pas si je me suis vraiment. Enfin, si, je me suis posé Ouais. la question. Bah ouais. Mais je sais même pas si j'ai envie d'y répondre. Bah quoi. oui, mais moi Oui. je pense que la vraie réponse elle est là. Je pense qu'on n'a pas forcément envie d'avoir Oui. effectivement une réponse. Oui, oui, oui. Voilà. Est-ce réellement le plus important? Je pense pas forcément que c'est forcément ça qu'on retient de la pièce. Ça va beaucoup plus loin avec ce personnage de Goliathkin, cet enfermement dans lequel il est, ce combat entre lui, entre lui et les autres, sa façon de se comporter, entre lui et la bureaucratie. Enfin, je pense que c'est tout ça. En tout cas, nous avons modestement essayé de mettre en lumière et en valeur dans cette nouvelle. Oui, mais ça, c'est ça aussi qui est assez fort là dans ce que vous nous montrez, c'est qu'en fait, on est avec le personnage principal, donc joué par Ronan Rivière, et on comprend sa lutte, ses luttes intérieures, son envie de sortir et sa peur d'y aller, de rencontrer, Tout à fait. d'être fasciné, en même temps repoussé. Ouais. Ah là là, mais ça c'est génial. Ouais, oui, mais Oui. c'est le principe. Et puis du coup, c'est vrai qu'il y a une empathie très forte Oui. pour le personnage de Tout à fait, Goliathkin. tout à fait, Voilà. tout à fait. Et alors je trouve qu'en plus là dans la pièce, je ne sais pas dans d'autres pièces, mais je trouve que le comédien qu'il joue, donc Ronan Rivière, a une tête, vous savez, comme Benedict oui. Cumberbatch. De Sherlock Holmes. Oui. Effectivement. Oui. C'est vrai, c'est marrant parce on lui parle de cet acteur-là, parfois, Oui. et d'un autre acteur qui s'appelle Eddie Redwayne, je sais plus, le nom c'est celui qui joue dans Les Animaux Fantastiques notamment, Ah et oui. qui a joué Danish Girl ou Une merveilleuse histoire du temps. Oui, En oui. lui, il y a parfois aussi un faux air. Oui, oui, mais oui. c'est vrai, c'est ce côté assez grand et lancé, très mince. Oui. Il joue aussi dans Enigma, je crois, Cumberbatch. Possible. Hein. Donc c'est des personnages qui paraissent un peu fous, un peu fragiles aussi de temps en temps. Tout à fait. Des physiques particuliers, mais vous avez chacun un physique particulier qui Voilà. s'adapte très très bien. Ou des particularités. Ou des comme, particularités, oui, oui. Comme un cheveu sur la langue, par exemple. Voilà. Oui, oui, oui. On en joue. Oui. C'est le Oui, but. oui. Oui, oui. Alors nous, évidemment, en tant que spectateurs, on adore ça, on adore, je veux dire, la transformation d'un homme comme vous, que j'ai en face de moi, quand vous êtes sur le plateau, quand vous êtes sur scène. Ah ben nous on adore ça. Ça c'est le bonheur d'être comédien. D'ailleurs si on fait ce choix de métier, c'est pas par hasard. Comment ça vous est venu? Bah, moi ça m'est venu, je pense Oui. pour la plupart ça nous paraît une évidence. Après si je dois parler en tout cas de moi personnellement, moi je n'avais vraiment aucune envie de faire
de faire 35 heures par semaine, de faire un 7h-17h du lundi au vendredi. J'avais envie que chaque jour soit un jour nouveau et avec des découvertes, de ne pas savoir ce qui allait se passer le lendemain. Alors c'est le risque aussi de cette intermittence. C'est hyper angoissant. Oui, mais c'est également une sorte de précarité quand même. Hein. Mais en même temps hyper excitant. Et c'est à côté de ça, après ça en tout cas, que moi personnellement je cours. Oui. Voilà. Ce matin, on a écouté une lecture d'un texte de Patrice Chéreau, là, par Dominique Blanc, et il dit à un moment, quand il était adolescent, il était très mal, timide, renfermé, pas à l'aise. Il dit comme tous les adolescents. Et il dit, mais quand je suis monté sur une scène, je me suis dit, mais c'est là que je suis bien. Mais oui, non mais complètement, c'est exactement ça. Ça doit être un signe, effectivement. Mais on est bien, c'est quand même toujours très étrange, ce trac qu'on a avant. Et ces quelques minutes où on se dit, mais pourquoi je m'inflige ça? C'est moi qui l'ai choisi. Et c'est vrai que c'est hyper magique la scène, parce qu'on y arrive. Et effectivement, tout s'évapore. C'est incroyable, on peut avoir 42 fièvres, avoir un mal au bide, avoir une migraine monstrueuse, mais alors tout s'évapore. Et puis quelle chance, on peut avoir tous les soucis du monde pendant 1h30 où on joue. Mais alors, on fait abstraction totale, on rentre dans la peau d'un autre personnage qui a lui-même d'autres problèmes ou d'autres joies, qui est parfois ultra éloigné de nous, parfois ultra proche quand même, mais c'est vraiment tellement jouissif de pouvoir faire ça. Et le personnage que vous interprétez, là, alors c'est celui d'un collègue de travail, de bureau, qui est plus ou moins dragueur, plus ou moins rigolard, voilà, et puis en même temps assez amical quand il vient le rendre visite. C'est un petit peu le seul ami en fait, dans le fond, dans le fond de Goliathkin, lui et Pietrouchka, bien évidemment, qui sont fidèles serviteurs pour lequel il a une affection hors norme. Et puis c'est vrai que ce personnage de Nikolai, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Je ne suis pas du tout dragueur pour un copec, mais rigolard je le suis. Voilà. Et c'est très intéressant à défendre ce personnage. C'est très plaisant à jouer. Ça reste un petit peu différent. C'est un peu un personnage aussi un peu en demi-teinte, et c'est différent des personnages que j'ai eu l'occasion de jouer dans les précédentes productions de la compagnie. D'accord, mais ce qu'il y a de bien quand même, c'est qu'il a son ambiguïté. C'est-à-dire on pense qu'il est pas très intéressant, puis en plus un peu hostile, un peu moqueur. Exactement. Et en fait, c'est pas vrai. Pas tout à fait vrai. Oui, tout à fait. C'est bien ça. Moi au départ ça m'ennuyait parce que je me dis mince, je vais jouer un personnage que les gens vont pas trop aimer, ils vont se dire oh là là, mais celui-là on l'aime pas trop, il est pas très cool, il se moque de lui, il joue avec lui, il est complice avec la fille, avec le patron et tout. Et après on l'aime bien parce que finalement on se dit mais en fait il est quand même avec lui, il le soutient et puis il était sincère lorsqu'il lui propose de sortir, de s'amuser. Il a quand même il a vraiment de l'affection pour Goliathkin. Est-ce que vous savez comment, si vous savez sans doute comment Roland Rivière a travaillé son personnage? Parce que c'est un personnage limite, borderline évidemment, sans doute un peu autiste, je sais pas trop comment dire. Alors il s'inspire beaucoup il lit beaucoup, il regarde beaucoup de films. J'oserais pas trop répondre à sa place. Je sais que nous, en tout cas, lorsqu'on se lance dans un projet, il nous envoie beaucoup d'influences. Il nous dit de regarder tel film ou tel passage de film. Il fait la même chose pour la scénographie ou pour la musique. On a un compositeur, par exemple Léon Bailly, qui habite Tours, qui compose des musiques exprès pour le spectacle. On enregistre des lectures de la pièce. Il lui donne des influences. Et ensuite Léon laisse part à son improvisation. Et ensuite nous avons Olivier, qui est notre pianiste hors pair, qui exécute avec brio tout cela. Et c'est la même chose pour la scénographie qui se construit, se déconstruit. Alors justement, j'aimerais en parler parce que c'est assez souvent qu'on voit. On les a vus dans Kanata, à la cartoucherie de Vincennes. On a vu des décors comme ça changer à toute allure sur roulette et en avant-marche. Mais alors là, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'à un moment, c'est un rôle, c'est-à-dire il joue, il se cache derrière les parois, dans les angles. Il y a effectivement. C'est bien ça. Nous on a toujours décidé depuis
depuis le réviseur que les changements de décor allaient faire partie intégrante du spectacle. Mais voilà. On voulait pas typiquement de noir scène. Oui. On voulait que le spectateur reste encore happé par l'histoire. Et puis et c'est très bien ces changements de décor parce que c'est un petit peu aussi l'esprit de Goliathkin, tout ce qui se construit, se déconstruit. Oui. Et effectivement, Oui. vous le dites à la fin. Du coup, ce changement-là est très particulier parce Oui. que c'est le seul changement qui est exécuté par les deux doubles. Exactement. Et on sent clairement un petit peu un jeu du chat et de la souris. Oui. Et c'est ultra plaisant. Oui. Moi, c'est le Oui. seul auquel je ne participe pas et c'est Oui. mon changement de décor préféré. Ah oui. Ouais, je le trouve Oui. génial. Mais je trouve que chaque comédien est génial. Bah, c'est très gentil. Vraiment. Très gentil. Oui. Et à un moment aussi, le pianiste participe effectivement de la même façon que le décor joue un rôle. Tout à fait. Comme ça. Oui, Oui. le piano, la musique Oui. est très importante Oui. à chaque fois Oui. dans les spectacles. Et je parle du jeu des comédiens, mais dans le face-à-face, je trouve, du double et de Goliathkin, waouh, ça Oui. c'est fort. Il y a à chaque fois, C'est il y a une belle intensité à chaque fois. Oui. Il y a un truc très fort et c'est assez magique. On peut avoir joué la pièce là depuis, je ne sais plus à combien on en est, peut-être 70 fois. Oui. On l'a créée à Avignon l'an dernier. Enfin, on l'a créée aux Grandes Écuries de Versailles. On l'a joué à Avignon. Oui. Ensuite, on l'a joué au Théâtre 14 à Paris. Oui. Quelques dates de tournée. Là, on le reprend à Avignon. On doit en être peut-être à 70 dates, 80 dates. Oui. Et puis il y a des rendez-vous, des moments qui restent forts à chaque représentation. Oui. Comme C'est cela. le contraste aussi qui joue très bien, parce que Goliathkin a l'air toujours dans la souffrance, dans le fond. Oui. Et son double, au contraire. Dans l'assurance. Mais avec des petits sourires sardoniques, on se dit c'est le diable qui est là, il y a quelque chose. C'est ça. Et puis il emprunte une petite voix un peu nasillarde qui peut être agaçante. Et Oui, moi je suis en coulisses, parfois j'ai envie de le taper. Rien qu'à l'écoute, on a envie de le taper. Oui. Une manière de prononcer certains mots très sarcastiques. oui. Et Bravo à tous. Merci Vraiment, c'était une découverte. Hein. Oui. Eh ben, On ravi s'est- que ça on vous ait s'est plu. régalé. Merci Oui. à vous d'être venus. Merci. Au revoir. Au revoir.